5 juin 2026, le monde s'engage aujourd'hui pour la protection de l'environnement. 28 degrés à Canon, dans le département du Zou, avec des risques de précipitation. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Audience au palais de la Marina, le président Romuald Wardani a reçu une délégation du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste. Il s'agit d'une étape importante du processus engagé pour renforcer la cohésion au sein de la communauté céleste. Les précisions à suivre. À combien est cédé le kilogramme de la viande de mouton dans nos marchés? Quelques semaines après la fête du mouton, une équipe de la rédaction a fait un tour à Zongo, dans la ville de Cotonou. Suivez le constat fait dans cette édition. Et puis, finale de la compétition School Revelation. Cette dernière phase a mis en concurrence le CEG de Partargo, les CEG 2 et 3 de Djougou, ainsi que le CEG de Kolokomde. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Une délégation du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste a été reçue ce jeudi 4 juin 2026 au palais de la Marina par le président de la République, Romuald Wardani. Cette rencontre intervient à une étape importante du processus engagé pour renforcer la cohésion au sein de la communauté céleste. Je vous invite à suivre les propos de Justin Aka, membre du Conseil supérieur à la sortie d'audience des membres. Le président nous a fait l'honneur de nous recevoir afin d'échanger avec lui et nous donner l'assurance de son soutien et nous encourager dans cette deuxième phase du processus d'unification de l'Église du christianisme céleste au plan mondial. Nous nous sentons très heureux, très contents et très rassurés de l'appui et du soutien du président de la République et il a démontré son intérêt parce que malgré son programme chargé, il a quand même pris sur lui de nous recevoir cet après-midi. D'une audience à une autre, le chef de l'État a également reçu les responsables de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Les échanges s'inscrivent dans la volonté du président de la République d'entretenir un dialogue permanent avec les confessions religieuses et de promouvoir la paix sociale. Le révérend Kondjesou Amos Ronsa, président de l'EPMB, revient ici sur les motifs de cette rencontre. Suivons ensemble. Depuis quelques années, notre Église a amorcé un processus véritable de consolidation de sa réunification. Et ce qui devait marquer véritablement ce saut, c'est l'adoption des textes fondamentaux qui devront régir désormais la vie de l'Église. Nous avons donc tenu un synode extraordinaire ici à Cotonou, au Temple Shalom de Beto. Au cours de ce synode, nous avons adopté désormais les textes fondateurs, les textes fondamentaux de notre Église, l'Église protestante méthodiste du Bénin. Et nous sommes très reconnaissants au président parce que malgré son emploi étant très chargé, il vient de la Côte d'Ivoire, il nous a reçus. Donc, ça montre qu'il donne de la valeur à l'être humain en général, mais aussi aux confessions religieuses. Il nous a aussi prodigué des conseils pour consolider l'unité de l'Église dans sa marche avec nous. Il a promis aussi accompagner l'Église pour son développement, pour harmoniser toutes les pratiques, tout ce que nous faisons, pour que toute la gloire revienne à Dieu. Audience encore, mais cette fois-ci à la Haute Cour de justice. L'initiateur des assises de l'attractivité et du marketing territorial de l'Atacora Amata est lauréat du prix de la meilleure initiative de marketing territorial 2024 à Casablanca au Maroc. Kouagou Robert Mounion a été reçu ce 4 juin 2026 par la présidente de la Haute Cour de justice. Cette visite a pour but de témoigner de la gratitude à l'endroit de professeur Dondignamou pour sa disponibilité et ses conseils avisés. Cette rencontre a également pour objectif de présenter les assises de l'attractivité et du marketing territorial de l'Atacora prévues pour les 10 et 11 juin prochains. On va suivre. Nous avons rendu visite à la présidente afin de lui présenter formellement le prix dont j'ai parlé tout à l'heure, le prix de l'Africa Place Marketing Award,
et lui présenter les AMATA, c'est-à-dire les assises de l'attractivité et du marketing territorial de l'ATACOA. Il s'agit d'un colloque dédié au marketing territorial et à l'attractivité des territoires rencontrant les défis sécuritaires. Ce qui s'observe, c'est que le narratif de cette région n'est pas favorable à son attractivité. Nous entendons dire qu'il s'agit d'une zone rouge, oui, il ne faut pas y mettre pied. Donc ce symposium, ce colloque, se veut être une occasion de vulgarisation du marketing territorial et de définition d'une feuille de route pour un marketing territorial holistique et inclusif avec l'apport des filles et fils entreprises de la région. La présidente de la Haute Cour de justice a apprécié la démarche. Elle a reconnu que le problème il est réel et mérite que nous nous engagions vraiment pour relever le défi, inverser la tendance. Et elle a promis de nous accompagner, un peu comme c'est le cas avec toutes les autres personnes que nous avons jusque-là rencontrées. Chaque minute compte lorsqu'une vie est en danger. Pour renforcer la prise en charge des urgences vitales, le gouvernement a décidé en Conseil des ministres de ce mercredi d'allouer 1 milliard de francs CFA aux hôpitaux publics pour la constitution d'intrants et d'assurer désormais la prise en charge immédiate des patients en situation critique sans condition préalable. On en parle avec le président du Conseil national de la médecine hospitalière déjà installé en plateau, professeur Jimon Marcel Zanon. Bonjour. Bonjour bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Déjà la décision, comment est-ce que vous l'appréciez? Merci Madame la journaliste. Il s'agit bien d'une décision vraiment à saluer par tous. Saluer par tous parce qu'il nous est arrivé déjà, chacun de nous, il nous est arrivé des situations où un parent ou nous-mêmes, nous arrivons aux urgences et qu'on nous prescrive d'abord des médicaments. Ensuite, le temps d'aller chercher, or l'urgence est vitale, le temps d'aller chercher les médicaments, le malade décède. Oui. Ce sont des situations déplorables pour lesquelles le gouvernement a décidé de dire halte à cela, soigner d'abord et on discute après. Alors, on parle d'urgence vitale. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par urgence vitale? Et si vous pouvez nous donner des exemples également. On a dit urgence vitale parce que le pronostic vital est engagé, la vie. Donc il y a 3 éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a le risque de décès immédiat dans les minutes qui suivent quand le patient arrive ainsi. Et deuxième élément, c'est que les fonctions vitales que constituent la respiration, la circulation du sang sont bloquées. Et troisième élément qu'il faut prendre en compte, quand la situation se présente, si on n'intervient pas immédiatement, le décès survient. Donc on a peu de temps, sans délai. Par rapport à toutes les autres urgences, parce que vous allez me poser la question, les autres urgences, oui, urgence, tout malade qui vient, lorsque le risque de décès immédiat est faible, lorsque les fonctions vitales sont stables et qu'on a le temps de se préparer, de prendre certaines dispositions avant d'intervenir, là, il s'agit... Le malade est venu aux urgences, d'accord, c'est une urgence, il souffre. Oui, elle n'est pas vitale. Mais l'urgence n'est pas vitale, il faut pouvoir faire la part des choses. Oui. Exemple de... Vous avez demandé des exemples, quelques cas. Voilà, vous arrivez, vous êtes là, vous recevez un patient qui subitement a une respiration bloquée. La respiration est bloquée, pour utiliser l'expression terre à terre. L'agent de santé qui le reçoit doit pouvoir poser un acte immédiatement pour sauvegarder et entretenir la respiration. Vous avez un malade qui vient avec une hémorragie abondante. S'il se vide de son sang et qu'on laisse le temps passer, qu'on passe le temps à faire des formalités, non, on ne
eh bien, ce patient a un risque vital, il faut pouvoir le sauver immédiatement. Lorsque vous avez un malade qui est dans le coma, voilà, un malade qui est dans le coma, il perd le contrôle de tout. Il perd le contrôle de tout et donc ce patient ne peut pas contrôler les mouvements de la salive, les mouvements de la langue et donc par conséquent la respiration peut être bloquée. Il va mourir non pas de la cause qui l'a conduit à cet état d'inconscience, mais il va mourir parce que les fonctions vitales sont supprimées. Et donc, il faut intervenir immédiatement, sans délai. Voilà quelques exemples que je peux prendre pour illustrer ce que vous avez posé comme question. Alors, une femme qui est en état d'accoucher, que les complications surviennent, est-ce qu'elle est dans une urgence vitale? Une femme qui vient accoucher. Et que ça se complique. Oui. Ben, on apprécie. C'est pas toutes les complications qui sont des complications qui constituent des urgences vitales. Mais si quel est le type de complication? Eh bien, les agents de santé sont là et évidemment, nous avons des critères dans ces situations-là, des critères pour apprécier est-ce que c'est vital, est-ce que c'est pas vital. Tout de suite, l'évaluation doit être faite et c'est pour cela qu'on dit d'intervenir sans délai. Alors la mesure est prise, est-ce qu'elle démarre concrètement en même temps au niveau des centres de formation publique au Bénin? Dans les formations publiques, oui, la mesure démarre déjà. Il faut le dire. La mesure est lancée et puis ça démarre déjà. Tous les hôpitaux ont reçu les instructions fermes pour qu'on n'attende pas. Ils doivent s'organiser immédiatement. Et vous avez compris que ce n'est pas seulement des instructions qu'ils ont reçues. Pendant qu'ils s'organisent pour mettre en place cela, le gouvernement également a joué sa partition en mettant des ressources à disposition. Oui. Mais parlons de ces ressources, à quoi est-ce que ça va servir concrètement? Ces ressources doivent servir à mettre en place les outils, les intrants qu'il faut pour assurer la prise en charge efficace. Parce que si l'on doit intervenir immédiatement et que l'on arrive aujourd'hui à prôner ce projet-là, c'est parce que il y a un temps d'attente qui fait que les gens meurent. Alors, si l'on veut éviter ce temps d'attente, pendant ce temps, qu'est-ce que les gens faisaient? Il faut aller chercher les médicaments, les objets, les matériels qu'il faut pour soigner. Il faut aller chercher hors du centre de prise en charge. Eh bien, les sous, l'argent qui est voté par le gouvernement va servir à mettre des kits de ces médicaments par rapport aux différentes situations qui se présentent. de situations d'urgence critique, d'urgence vitale. C'est les médicaments et les outils, les matériels qu'il faut pour intervenir immédiatement seront mis en place dans les hôpitaux. D'accord. Évidemment, cela amène à la question de la gestion. Exactement. Eh bien, cette question également est pensée et va accompagner le processus pour que ce qui est mis en place dans les hôpitaux soit utilisé à bon escient. Voilà. Et cela voudra-t-il dire que cette prise en charge immédiate qui est faite ne sera pas facturée au patient après son rétablissement? Il vaut mieux dire que nous sommes en train d'évoluer dans un processus où à terme, tout le monde peut aller à l'hôpital sans se faire de soucis, puisqu'il y aura l'assurance maladie obligatoire. Oui. Mais en attendant, lorsque le malade arrive aujourd'hui, on intervient et puis on discute après. Donc on va préparer par la suite la facture de ce que on aurait utilisé et on discute de cela. Vous comprenez que si on ne fait pas, on ne possède pas ainsi, le matériel va s'épuiser, les ressources vont s'épuiser, le projet ne sera pas pérennisé. Et donc il faut qu'on œuvre
à ce que le projet puisse qu'on puisse pérenniser le processus. Ainsi, on remplace au fur et à mesure que l'on utilise les intrants, on les remplace au fur et à mesure. Alors, est-ce que le personnel de santé est préparé pour cette mesure? Le personnel qui est en place, ils ont déjà l'information. Oui. Le personnel a déjà l'information. Et avant d'être agent de santé, vous avez un minimum de formation. Oui. Mais le travail qui va se faire maintenant, le travail qui va se faire de façon continue, c'est le renforcement de capacité de ces personnels-là. On va les renforcer en compétences au fur et à mesure pour que la prise en charge se fasse de façon, comme on l'a dit, systématique. Lorsqu'on dit systématique, cela veut dire que c'est une prise en charge qui est structurée, avec des normes. Donc, devant tel cas, voilà comment ça doit se faire. Et ça doit se passer ainsi. Et donc, tout le personnel doit être formé à cela. Alors, un mot rapidement pour finir, professeur Zanou. Oui. Le mot que je peux lancer, je pourrais dire d'abord au personnel, aux professionnels de santé, que chacun doit s'engager à bien faire. Chacun doit s'engager à soutenir ce projet. Et on réussira. Deuxième élément, à l'endroit de la population, parce qu'on sait que il y aura beaucoup de questions, beaucoup de questionnements. Il faut faire l'expérience. On vit avec l'expérience et on corrigera. Il faut garder espoir que ce projet est un projet essentiel que le gouvernement nous a, opportunité que le gouvernement a offert à la population, et donc qu'on doit réussir cela. Merci à vous, professeur Zanou. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil national de la médecine hospitalière et on vient de discuter de cette mesure prise par le gouvernement en Conseil des ministres qui concerne l'allouement de 1 milliard de francs CFA aux hôpitaux publics pour la constitution de stocks d'intrants et la prise en charge rapide et sans conditions préalables des situations critiques. Restez avec nous pour la suite de cette édition. Dans la Donga, plusieurs essences sont en voie de disparition. Cette disparition est liée à la pression qu'exerce la population sur l'environnement. Le chef de l'inspection forestière de la Donga, sans être exhaustif, nous énumère quelques arbres menacés et nous parle du rôle contributif des enfants ambassadeurs des forêts associés à la lutte pour la préservation de notre cadre de vie. On va le suivre. Les essais en voie de disparition sont nombreuses. On peut citer Afzelia africana, qui est un bois très prisé, qui se trouve en voie de disparition, le Pterocarpus erinaceus. Et on peut parler aussi des Milicia, SSA et d'autres encore. Vous allez constater que le geste qu'on a eu à faire ce matin, nous plantons les espèces exotiques, mais nous prenons soin de mettre environ 20% de ces espèces naturelles qui sont en voie de disparition pour quand même travailler en faveur de la biodiversité. Comme nous le savons, c'est les élèves ambassadeurs qui constituent la génération future. Et en leur donnant les outils nécessaires pour travailler en faveur de l'environnement, on a la chance de gagner la bataille de durabilité par rapport aux ressources naturelles. Donc, l'administration a vu juste en faisant ce clin d'œil à ces enfants-là, en les formant à avoir les outils nécessaires pour pouvoir faire le travail. Les professionnels des médias du Bénin sensibilisés sur la mise en œuvre de la carte nationale d'identité biométrique de la CEDEAO. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du programme de libre circulation des personnes et à la migration en Afrique de l'Ouest, un projet né de la volonté des États membres de l'organisation sous-régionale et soutenu par l'Union européenne. Le point de la cérémonie de lancement avec Ingrid Day et Candide Morinton. Vient d'être franchi pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Acteurs des médias, représentants d'institutions béninoises et délégués sous-régionaux se sont réunis autour d'un objectif commun. Renforcer la compréhension et la promotion de la carte nationale d'identité biométrique de la CEDEAO. Au-delà de la facilitation de la mobilité,
Des systèmes d'identification robustes et inclusifs contribuent également de manière significative au renforcement de l'architecture sécuritaire de la région. Des systèmes d'identification fiables permettent d'améliorer la gestion des frontières, de renforcer l'intégrité des données, de soutenir une prise de décision fondée sur des données probantes et de contribuer à relever les défis transnationaux. Le succès d'une telle initiative dépend de l'implication des médias. C'est tout le sens de la séance de sensibilisation initiée par la commission de la CEDEAO à leur intention. Au-delà de la présentation de l'outil, cette rencontre a permis aux journalistes d'assimiler les fonctionnalités de la carte, ses procédures de délivrance et de contrôle, ainsi que son niveau de mise en œuvre pratique au sein des États membres. Pour que les citoyens aient l'information, quoi de plus normal que de réunir les acteurs des médias? Vous êtes les meilleures voix pour faire parvenir l'information aux citoyens. C'est pourquoi cet atelier est organisé aujourd'hui pour nous permettre de transmettre cette information qui est que la carte d'identité biométrique aux normes de la CEDEAO est disponible, se délivre au Bénin et permet aux voyageurs de se déplacer dans l'espace CEDEAO sans difficulté. L'ambitieux projet d'une carte d'identité biométrique sous-régionale a vu le jour en 2014. Le Bénin, très tôt engagé dans ce processus de modernisation et d'intégration, a émis sa première carte biométrique aux normes de la CEDEAO dès 2020. Cette avancée majeure a été rendue possible grâce au programme de libre circulation des personnes et à la migration en Afrique de l'Ouest, financé par l'Union européenne. On s'intéresse à présent au prix de vente de kilogrammes de la viande du mouton dans les boucheries et autres lieux après la fête de Tabaski. Il est vendu à 4 000 francs un peu partout sur le marché. Certains parlent de hausse des prix, d'autres de stabilité des prix depuis quelques temps. Qu'en est-il réellement? Ouliat Sanoussi et Rachidi Soubero ont cherché à en savoir davantage et sont descendus sur le marché, notamment à Zongo, à Cotonou. Voici le constat fait sur place. La viande de mouton, c'est toujours à 4 000 qu'on a l'habitude de vendre. Le bœuf est à 4 000 sans eau et avec eau, c'est à 3 000. Ici, au quartier Zongo à Cotonou, les prix de vente de la viande de mouton et celle de bœuf n'ont pas changé même après la fête de Tabaski. Et ce, contrairement à l'information qui circule. Pour la plupart des bouchers interrogés, les prix ont flambé à la veille de la fête musulmane. Il n'y a pas de mouton, on l'a vendu 4 500, 5 000 le jour de Tabaski là, parce que les moutons sont chers le jour là. C'est le temps, ce que nous-mêmes prenons là, c'est un peu cher. Les bétails qui venaient à Cotonou, on n'a pas eu le temps de venir ici. C'est ça qui fait que le jour de la fête, il n'y a pas les moutons. Donc d'autres vendeurs ambulants, chacun a vendu à sa guise. Il y a d'autres qui ont vendu ça à 5 000, 6 000, 7 000 kilos. D'autres, c'est à débattre. Selon ces bouchers, plusieurs éléments justifient la situation qui dure depuis un bon moment. Entre autres, la rareté des bêtes sur le marché. Oui, c'est vrai, comme il n'y a pas de moutons, encore il n'y a pas de bêtes, c'est encore ça qui est cher comme ça. Le bœuf et le mouton, c'est cher. Pourquoi? Parce qu'il y a la Côte d'Ivoire qui viennent ici prendre les bœufs et les moutons. Et eux, ils prennent ça cher. Et on ne sait pas combien eux, ils vendent ça là-bas. Mais de notre côté ici, ça ne va pas. On ne peut pas augmenter parce que les clients se plaignent pour ça. Avant, on amenait ça de Alaba et Niger, partout on a trouvé le mouton. Maintenant, les camions ont pu arriver 2 fois par semaine. Depuis qu'il y a la fermeture de frontières, il y a le problème de Burkina. Donc depuis certains moments, vraiment, on souffre sérieusement. Les vendeuses de nourriture rapprochées subissent de leur côté cette hausse des prix dont elles ignorent la cause. C'est trop cher pour les clients. Quand on paye souvent pour qu'ils vont payer, c'est difficile de dire c'est trop cher. On n'arrive même pas à trouver même notre somme qu'on a payé avec. Avant, c'était un peu mieux. Le mouton qu'on prenait à 50 000, on le prend à 70 000 maintenant. On le coupe à 300 et 500. Les clients, c'est bagarre on fait ici. Nous ne savons pas pourquoi c'est cher comme ça. Donc jusqu'à quand ça va changer, nous ne savons pas aussi. Vendeurs et consommateurs souhaitent une amélioration de la situation. Ils prient pour que le nouveau gouvernement trouve une solution, notamment à travers l'ouverture de la frontière Bénin-Niger. Vous connaissez probablement le petit train de Cotonou, ce véhicule à double wagon roulant non pas sur une voie ferrée mais bitumée
qui révolutionne les habitudes touristiques dans la capitale économique du Bénin. Profitant de la tendance baissière des activités scolaires dans les établissements, un groupe de seniors a choisi ce jeudi pour offrir à ses enfants, à ses petits-enfants, un moment de découverte et d'immersion à Cotonou à bord de ce singulier moyen de déplacement, témoin de toutes les étapes de cette balade familiale. Hugues Ving et Simon Rolon. Embarquent dans le petit train de Cotonou ce matin de jeunes écoliers en fin d'année scolaire et leurs grands-parents. Ce groupe familial s'apprête à vivre un moment d'évasion hors du commun au cœur même de la capitale économique. Déjà, dans les yeux pleins d'étoiles et sur les lèvres déliées se lisent excitation et curiosité. On va aller visiter quelques sites du Bénin. On nous a dit que le petit train peut nous permettre de faire des découvertes des places touristiques dans le pays. Bon, c'est ça. Et la première des choses, c'est juste tirer plaisir de la journée. Passagers confortablement installés, conducteurs et guides en place, véhicules rodés à point, la balade peut commencer. Propulsé à une vitesse de 20 km/h, le petit train écarlate quitte la place de l'Amazone et s'engage sur le boulevard de la Marina. Fresque murale du port de Cotonou, monument aux dévoués, palais de la Marina, place du souvenir, place Bio-Guerra, aéroport international Bernardin Canty. Sous les sonorités entraînantes d'une playlist taillée sur mesure et les présentations instructives du guide, à la fois urbaine, économique et symbolique. Le convoi passe en revue les sites majeurs situés sur le tronçon boulevard de la Marina, route des pêches. Le voyage aura duré environ 1 heure. Ah, c'est une excellente journée pour nous. Hein? Nous avons l'habitude de faire des sorties comme ça, sorties mensuelles. Nous sommes 4 mamies. On est sortis pour nous distraire, nous balader dans le petit train. Quel souvenir! Et ce voyage m'a permis de faire de nouvelles expériences. Par exemple, les murs, le long mur des dessins qu'on a vus et le monsieur qui nous expliquait. Et j'ai bien compris ces choses. On a choisi de montrer ces points stratégiques-là pour ceux qui viennent au Bénin et qui ne connaissent pas encore Cotonou. Mais pour ceux qui connaissent également Cotonou, c'est encore un autre moyen de redécouvrir Cotonou moderne. En dehors de cet itinéraire, le petit train de Cotonou propose à ses visiteurs d'autres plans non moins immersifs. Nous avons celui de 30 minutes à 35 minutes que nous appelons Circuit Express. Ça, c'est rapidement, on le fait et ça reste uniquement sur ce boulevard. Mais nous avons également les points clés comme la place de l'Amazone, le mur du patrimoine, le jardin Mathieu, la présidence de la République. Mais cette fois-ci, nous continuons Bio-Guerra et nous revenons encore ici à notre point de destination. Inauguré en janvier 2026, le petit train de Cotonou est disponible pour des tours de ville tous les jours de la semaine. Apothéose de la compétition School Revelation pour cette finale, le CEG de Partago, les CEG de 3 de Djougou ainsi que le CEG de Kolokonde s'affrontent dans les différentes rubriques retenues par les organisateurs. Paris réussi pour eux au vu de l'engouement suscité par cet événement. L'une des activités, notamment le théâtre sur le thème paix et cohésion sociale, a marqué les esprits. Abdou Sabi Idrissou pour le point de cette finale. La finale de School Révélation tient toutes ses promesses au stade Omnisport de Djougou. L'ambiance est à son comble. Organisée par l'association Bénin Avenir et la préfecture, cette finale combine théâtre sur le thème paix et cohésion sociale, chorégraphie moderne et traditionnelle, et génie en herbe.
Quel explorateur européen a découvert l'Amérique en 1000? C'est, je crois, Christophe Colomb. Christophe Colomb, mais c'est la bonne réponse. On a voulu créer quelque chose qui va impacter la jeunesse de Djougou, qui va donner la chance aux jeunes qui ont envie d'éclore leur talent, de pouvoir réussir dans tout ce qui est théâtre, génie en herbe, chorégraphie. Nous nous réjouissons parce que l'art, il faut le promouvoir dans notre pays. Et notre gouvernement a si bien compris, en mettant tout en œuvre le dispositif institutionnel, les financements pour promouvoir l'art dans notre pays. Pour remporter les prix mis en jeu, les finalistes rivalisent de créativité et d'ingéniosité devant un jury assermenté. Les rideaux sont tombés devant les autorités et un public conquis. Les organisateurs se félicitent quant à l'engouement constaté autour de cette initiative qui révèle et valorise les talents cachés des élèves. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bel après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.